Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Immortus, arbitre de la Fédération Française de Warhammer 40 000 qui est venu clarifier, présenter tout le corps à corps de Warhammer 40 000. La 10e édition de Warhammer 40 000 est sortie quelque chose comme il y a 3 mois et au début on a pensé que la phase de corps à corps était moins subtile, moins tricksy et aussi moins jouissive que dans la dernière édition. Alors que pas du tout, c'est juste différent, mais vous allez comprendre grâce à Immortus qu'il y a énormément de choses à faire. Déjà la première chose c'est de comprendre qu'il y a une différence entre unité et figurine. Quand on dit qu'une unité doit finir en contact le socle à socle, ça veut dire que minimum une figurine doit le faire. C'est pas le cas ici, mais c'est pour vous expliquer justement la différence entre figurine et unité. On va donc aborder dans cette vidéo le mouvement d'une distance de charge, que ce soit à travers un mur ou par exemple avec une figurine qui a un socle mais qui a des ailes qui vont dépasser. Est-ce qu'on a le droit de passer à travers les murs? Comment est-ce qu'on doit tout mesurer? Et ainsi de suite. On verra aussi si les figurines ont le droit potentiellement d'aller faire un mouvement différent avec certaines figurines de leurs unités quand elles chargent. Et aussi derrière, quels sont les mouvements de mise en contact et de consolidation. Toi qui as arbitré pour le coup des centaines de cas aussi bien en France qu'à l'international, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la charge de Warhammer 40 000, en tout cas le corps à corps, n'est clairement pas en dessous de celui qu'on avait en V9? ce qui change par rapport à la V9, c'est qu'on a plus de contraintes sur les mouvements qu'on a le droit de faire en V10. Mais si on se positionne bien, notamment à la phase de mouvement juste avant, on peut faire en sorte que quel que soit le jet de dés, on arrive à faire à peu près la charge qu'on veut, mais ça nécessite beaucoup plus de réflexion sur le positionnement de nos unités, ou alors on est un gros bourrin, on fait la charge maximale, on fonce dans le tas. On se retrouve du côté de la table de jeu avec deux unités qui vont justement pouvoir charger. Est-ce que tu peux nous présenter donc le cas et en fait déjà au niveau juste des règles basiques, qu'est-ce qu'il faut pour réussir une charge? Donc pour déclarer une charge avec une unité, il faut que celle-ci soit éligible, donc il faut qu'à la phase de mouvement précédente, elle n'ait pas avancé ni désengagé, et qu'à la phase de tir, elle ne soit pas en train de faire une action. Pour choisir une unité, il faut choisir une unité à 12. Même si on a la possibilité de faire plus que 12 lors de nos mouvements de charge parce qu'on a des buffs, par exemple une charge à 3d6 ou un +1 à la charge, on ne pourra déclarer en cible de la charge que des unités à 12 PS ou moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le terme 12 pouces ou moins, ça veut dire strictement 12 ou moins. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que l'idée reçue de se dire, encore une fois, en ligne droite, je peux faire une charge jusqu'à 12,9 parce que ça sera donc charge à 12, en réalité non, la charge maximum qu'on peut faire à Warhammer 40 000, c'est donc une charge à 11 avec les 1 pouce de portée d'engagement. Attention, là on ne parle que de l'unité ciblée par la charge. Derrière, le mouvement de vos figurines est tout autre. Si jamais vous devez contourner là, vous aurez le droit de faire plus de 12. Donc là on va faire un premier cas simple de cette unité d'Ormagone qui va charger cette unité de troupes Harlequin. Donc là on voit que la distance entre les deux unités est de un peu plus de 6, donc c'est une charge qui est possible, et on va faire le jet de charge. Attention, le tir en état d'alerte n'est possible que si la charge est réussie, donc après avoir jeté les dés, avant de bouger les figues, mais après avoir jeté les dés. Alors déjà, super intéressant, vous avez vu que pour pouvoir faire un tir en état d'alerte, il faut que la charge soit validée. Aujourd'hui, même quand on joue vite, en général, quoi qu'il arrive, on fait son état d'alerte et après on regarde si la charge passe. Donc on vérifie que la charge passe mathématiquement en termes de géométrie. Ensuite, on fait le tir en état d'alerte et il y a même des cas où finalement, dépendamment des morts sur une double charge, la charge va échouer alors qu'en fait, les dés ont dit oui, donc le tir en état d'alerte c'est fait, or la charge a raté. C'est ça, maintenant il faut bien penser à faire d'abord le jet de charge et ensuite l'Overwatch. Donc je fais mon jet de charge. La charge à 8 est réussie. On avait mesuré qu'il fallait faire une charge à 6 en comptant la portée d'engagement pour arriver au corps à corps. Maintenant, la procédure de charge commence. L'unité de troupe ne va pas tirer en état d'alerte et je vais choisir de bouger. À ce moment-là, il y a une procédure très stricte. Il faut que j'arrive à porter l'engagement de toutes les cibles de ma charge, en l'occurrence ici uniquement l'unité d'Arlequin, que je n'arrive pas à porter l'engagement des unités que je n'ai pas ciblées, je ne peux pas arriver à porter l'engagement de ce transport, et que je maintienne bien sûr la cohésion d'unité, aucun mouvement ne peut se faire en brisant la cohésion d'unité. Du coup, on va pouvoir faire le mouvement de charge. Pour faire un mouvement de charge, on bouge figurine par figurine dans l'ordre que l'on veut. Donc je vais choisir une figurine et la bouger. Cette figurine, si elle peut finir socle à socle, elle doit finir socle à socle. Si elle ne peut pas finir socle à socle, elle doit se rapprocher de l'une des cibles de la charge. En l'occurrence ici, il n'y en a qu'une, donc je dois me rapprocher de cette unité. Il faut qu'à la fin de mon mouvement de charge, quand j'ai bougé toutes mes figurines, je respecte mes conditions, qui sont que chaque cible ait au moins une figurine à portée d'engagement d'elle, que je ne sois à portée d'engagement d'aucune unité qui n'est pas une de mes cibles, et que je respecte ma cohésion d'unité. Là, on peut faire une charge très simple, où je vais simplement bouger figurine par figurine. Celle-ci, de 8 pouces, elle va finir ici, socle à socle avec celle-ci. Celle-ci, de 8 pouces, qui va finir socle à socle avec celle-ci. Celle-ci, qui va bouger de 8 pouces également, et finir socle à socle avec celle-ci. Celle-ci, qui va bouger socle à socle avec celle-ci. Ici, avec la sculpture et la géométrie des figurines, on ne peut pas les poser socle à socle, parce qu'elles dépassent toutes les deux de leur socle. Games Workshop a prévu le coup dans le Rules Commentary sur As Close as Possible. But alors you are French. Tant que vous avez fait le maximum que vous êtes capable de faire en fonction de la sculpture de vos figurines, vous êtes considéré comme étant socle à socle. Donc là, même si techniquement je n'ai pas réussi à le faire, elles sont socle à socle parce que
Je ne peux pas faire plus que ça. Ensuite, je bouge celle-ci, qui va finir ici. Il y a la place de finir socle à socle. Donc on voit bien que c'est chacune des figurines qui bouge qui doit être socle à socle. Même si celle-ci avait déjà une figurine socle à socle, tant que je peux en rajouter, je dois le faire. Celle-ci, du coup, je n'ai pas la place de passer entre mes socles. Du coup, je ne peux pas finir socle à socle avec une des figurines ciblées. Et donc, je dois finir ma charge plus près. Je décide de la positionner ici. Ensuite, si je prends celle-ci, je vois que elle ne peut pas non plus finir socle à socle. Et donc, elle doit simplement finir plus proche. Ici, je vais décider de la positionner ici. Elle est bien plus proche de l'unité ciblée et en cohérence d'unité. Et les autres figurines, je vais également les rapprocher. Donc, elles finissent plus proches de l'unité ciblée. Mais comme elles ne peuvent pas finir socle à socle, je suis un peu plus libre de mon mouvement tant que je me rapproche. Chaque figurine respecte bien la cohésion d'unité avec deux autres figurines car on est sur une escouade de plus de 6 figurines. Et j'ai fait un mouvement de charge légal et j'en ai même profité pour récupérer l'objectif au passage alors que je devais charger cette unité. Maintenant, deuxième exemple, là j'ai fait un jet de charge de 10, et donc potentiellement beaucoup plus de figurines vont pouvoir faire le tour et se retrouver au socle à socle. Et donc j'arriverai pas à prendre mon objectif. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour m'auto-bloquer, pour empêcher certaines figurines d'arriver au contact, et donc d'arriver à quand même permettre à certaines figurines de pas foncer au corps à corps et prendre l'objectif. Donc petit rappel, j'ai le droit de bouger cette figurine en premier, parce qu'à 40K, lorsqu'on se déplace et qu'on n'est pas monstre ou véhicule, on traverse les figurines amies. Il y a uniquement les monstres et véhicules qui ne traversent pas les autres monstres et véhicules. Donc je choisis de commencer par bouger cette première figurine, et on voit qu'elle est à plus de 10 de toute figurine ennemie. Et donc celle-ci, en fait, n'est pas obligée de finir socle à socle, vu qu'elle ne peut pas, elle doit juste se rapprocher. Et donc celle-ci, je vais simplement la bouger ici. Vu qu'elle ne peut pas socler, ce mouvement est légal. Et elle finira sur l'objectif. Dès ce mouvement, en choisissant bien la première figurine qui bouge, je peux m'empêcher, retenir un peu ma charge. Ensuite, je vais choisir d'autres figurines pour bouger, et par exemple, je vais choisir celle-ci, qui peut arriver à 10 PS, et je vais la mettre ici. Celle-ci, ici. Et à chaque fois, je fais bien attention à laisser moins d'espace que la taille de mon socle entre mes figurines. Le but étant d'en minimiser le nombre de figurines qui vont finir socle à socle. Ici, celle-ci, si je bloquais ici, pourrait faire le tour. Donc je vais commencer par bouger celle-ci, et faire un mouvement un peu plus petit pour venir socler ici. Ici, je vois que j'ai encore le mouvement pour venir ici, donc je suis obligé de le faire. Et ensuite, on voit que je ne peux plus socler nulle part, et donc je vais juste devoir bouger mes figurines de manière à respecter ma cohésion d'unité. Et donc là, la dernière figurine, je suis obligé de la bouger là, afin de respecter ma double cohésion d'unité vis-à-vis de cette figurine. Et là, mon mouvement est légal, je suis en cohésion d'unité, je suis à portée d'engagement d'unité ennemie, je ne suis pas à portée d'engagement des unités que je n'ai pas déclarées, et j'en ai profité pour prendre mon objectif. Maintenant que la phase de charge est terminée, on peut passer à la phase de corps à corps, et on va activer du coup notre unité. L'unité est obligée de faire un mouvement d'engagement, mais par contre, figurine par figurine, on va décider si elle bouge ou non. Lorsqu'on fait un mouvement d'engagement, il faut que l'unité finisse à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, pas forcément celle qu'on a chargée. Là, c'est déjà le cas, donc j'ai le droit de faire mon mouvement d'engagement. Ensuite, figurine par figurine, si je décide de bouger la figurine, il faut que si elle peut finir en contact socle à socle, elle finisse en contact socle à socle. Si elle ne peut pas, elle doit se rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. Donc ici, par exemple, celle-ci, elle peut finir en contact socle à socle avec celle-ci, elle vient ici. Et on voit qu'ici, elle rentre à portée d'engagement de ce transport, mais j'ai le droit, parce qu'au moment du mouvement d'engagement, j'ai le droit d'arriver à portée d'engagement d'autres unités, et même, j'aurai le droit plus tard de les taper. Le reste, pour ne pas briser ma cohérence d'unité avec cette figurine qui reste sur l'objet, je décide ces trois-là de ne pas les bouger, et je vais juste un peu avancer celle-ci, simplement pour qu'elle soit socle à socle d'une figurine socle à socle et qu'elle puisse taper. Donc là, j'ai fait un mouvement d'engagement légal, j'ai bougé que certaines figurines bien choisies pour respecter ma cohérence d'unité, et j'ai pu ajouter quelques figurines qui vont taper en plus par rapport à tout à l'heure. J'ai une petite question pour toi. Une des révolutions, entre guillemets, de la V9 à la V10, c'est le fait qu'on n'est pas obligé de taper qui on a chargé. Est-ce que ça veut dire, là on a un petit peu changé le dispositif, de se dire que je pourrais charger l'unité A, par exemple, et derrière, aller faire mon mouvement d'engagement sur une unité B, qui par exemple aurait frappe en premier, mais un petit peu justement pour lui casser cette règle-là, je vais charger les voisins et avec le mouvement de charge et en tout cas en ce moment en me mettant d'accord avec toi, mon adversaire, au moment où je vais faire ce fameux mouvement de charge pour qu'on le valide par rapport aux conditions que tu viens de dire, je vais pouvoir faire mon mouvement d'engagement sur une deuxième unité et la taper. Exactement. Imaginons j'avais décidé de charger comme ceci, cette unité avait combat en premier, donc je voulais pas la charger sinon elle me tapait avant moi. Je vais faire mon mouvement d'engagement, cette figurine est plus proche de celle-ci que de celle-ci, et donc elle doit finir plus proche de celle-ci. Et je vais bouger mes figurines toujours en faisant des pile-in Lego. Donc là, voilà, je respecte mes cohérences d'unité, etc. Et ces figurines sont à portée d'engagement, peuvent taper sur celle-ci. Et donc là, j'ai empêché d'utiliser sa règle frappe en premier pour pouvoir quand même le taper. Bien sûr, ça fait que j'ai pas toute l'unité qui peut y aller, mais si je fais plus attention à ma charge, je peux même réussir à mettre quasiment toutes les squads qui arrivent là-dessus et qu'une ou deux figurines qui arrivent ici.
On va revenir à l'exemple précédent. On est donc dans cette configuration-là, le mouvement de charge il a été vu, le mouvement d'engagement il a été vu aussi, on va taper et après l'activation, on en est là. Encore une fois, là on est sur un nouvel exemple, il n'y a aucune figurine qui sont sur l'objectif et d'ailleurs même on n'a plus d'unités qui sont à portée d'engagement de ce petit gars. Là j'ai le droit à ma consolidation. Comment ça marche? Alors, lorsqu'on fait une consolidation, si on peut finir à portée d'engagement d'une unité ennemie, on devra faire une consolidation vers l'unité ennemie ou ne pas consolider. Si on ne peut pas arriver à portée d'engagement d'aucune unité ennemie, on pourra faire vers un objectif, on verra ça juste après. Dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a moins de 4 pouces entre mon unité et celle-ci, et donc, si je décide de consolider, je devrais finir à portée d'engagement d'au moins une de ces deux-là, sinon je ne pourrais pas consolider. D'accord, mais par exemple, si c'est lui la plus proche et que tu fais ça, les autres figurines sont pas obligées de bouger, puisque ma cohésion est respectée, je suis à portée d'engagement, c'est bon. Par contre, je ne peux pas reprendre l'objectif. C'est ça, parce que toute figurine, à partir du moment où on fait une consolidation vers une unité ennemie, par exemple ici finir à portée d'engagement, toute figurine doit bouger vers la figurine ennemie la plus proche, même pas celle qu'on a décidé d'engager. Donc celle-ci, par exemple, je peux la rapprocher ici, finir ou non à portée d'engagement, c'est moi qui décide, mais celle-ci ne peut pas se rapprocher de celle-ci, doit se rapprocher de celle-ci. Alors bien sûr, en slidant, je peux finir un peu plus proche, mais le point d'attache de cette figurine, c'est celui-là. Et même celle-ci, du coup, ne pourra pas aller vers l'objectif parce qu'elle va être obligée de se rapprocher d'ici. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en termes de géométrie, si il y a une unité ennemie qui est là, on voit ici que par exemple pour ces figurines-là, bien évidemment la plus proche c'est elle, mais par exemple pour celle-là, c'est là. Donc là, est-ce que j'ai le droit de le faire puisque je m'en rapproche alors que je ne finis pas à portée d'engagement? Effectivement, parce que là, j'ai fini à portée d'engagement ici, donc l'unité a fini à portée d'engagement d'une unité ennemie, la consolidation est possible. À partir de là, chaque figurine qui bouge va vers la figurine la plus proche d'elle-même, et donc celle-ci va se rapprocher comme ceci. D'accord, donc en fait la condition d'avoir une unité ennemie et non un objectif te permet quand même de faire les deux. C'est ça, à condition qu'il y ait une figurine qui t'amène vers l'objectif. Mais si toutes les figurines sont de l'autre côté, tu seras obligé de te rapprocher de celle-ci. Ok Martus, maintenant nouvel exemple, ici on a tapé, on a nettoyé donc les squads qu'on avait chargés, là on voit que l'unité ennemie la plus proche est à plus de 4,1, encore une fois on a le droit à 3 pouces de mouvement pour consolider, et on doit être à moins d'un pouce d'unité. Donc en général on dit que si on est à 3,9 c'est ok, à plus de 4 ça ne marche pas. Ici on est donc à plus de 4 de cette unité. Ce qui est intéressant c'est que donc comme on n'a pas d'unité ennemie mais qu'on a un objectif, les règles, et c'est assez simple, disent on a le droit de faire justement une consolidation vers un objectif. Pareil, est-ce que c'est l'unité, est-ce que c'est une figurine qui doit finir sur l'objectif, comment ça marche? Donc pour avoir le droit de faire une consolidation vers un objectif, comme on a dit déjà, il ne faut pas pouvoir finir à portée d'engagement d'une unité ennemie. Et dans ce cas-là, il faut déjà regarder quel est l'objectif le plus proche de l'unité. C'est-à-dire qu'ici on a deux objectifs. Celui-ci, on regarde bien sûr du marqueur, est à 5 pouces de l'unité, alors que celui-ci en est à 6. À partir de là, toutes les figurines de l'unité doivent se rapprocher de ce marqueur, elles ne peuvent pas se rapprocher de l'autre ou de l'unité ennemie, elles doivent se rapprocher de ce marqueur, et il faut qu'au moins une des figurines de l'unité finisse sur l'objectif. Donc, par exemple, je vais pile-in en bougeant cette figurine-là, puis les autres devront s'en rapprocher. Ok, donc là, tu viens de nous montrer la consolidation. Maintenant, si c'est maintenant que tu dois faire la consolidation, c'est-à-dire que tu as déjà une figurine sur l'objectif. Quid? La consolidation nous demande de nous rapprocher de l'objectif, pas simplement de sa zone de contrôle. Alors là, c'est super intéressant. Déjà, il y a deux écoles. La première, c'est celle, bien évidemment, de Game Workshop. Au niveau de Game Workshop, une unité aura le droit de s'activer pour une consolidation, même si elle a portée d'un pion objectif, mais tant qu'elle va se rapprocher des 40 mm de celui-ci. Là, c'est le nouveau objectif, donc on a fait un bord plein, histoire de vraiment montrer ces fameux 40 mm. C'est-à-dire que là, si par exemple, elle est ici, elle a le droit de faire son mouvement jusque-là, elle a même le droit d'aller dessus, hein. Ça fait partie des changements aussi, mais justement des designers. Mais si elle est déjà en contact avec l'objectif, là la figurine n'a pas le droit de bouger. Ça c'est intéressant. Ou pour le coup, si on prend l'école du WTC, qui sont justement l'organisme des championnats du monde en équipe, qui font justement leur propre corpus de règles, là la figurine aurait le droit d'aller dessus. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'école de Games, certes celle-ci a déjà l'objectif, mais ça veut dire que toutes les autres ont le droit de s'en rapprocher par rapport à l'exemple qu'il nous a montré. En fait, là, selon Games Workshop, cette figurine est déjà au plus près de l'objectif possible, même si elle a le droit d'aller dessus. À partir du moment où elle est socle à socle avec l'objectif, elle ne peut plus s'en rapprocher. Le WC considère que tant que le centre de notre socle n'est pas centré sur l'objectif, on n'est pas au plus proche possible. C'est une légère différence entre les deux, mais donc, bien sûr, là, ma cohérence d'unité n'est pas respectée, mais voici le mouvement possible selon les deux écoles. On va revenir à la phase de charge pour vous montrer maintenant un petit peu des tricks de jeu. Ici, tu veux faire une double charge. On a cette unité qui est à moins de 3 et cette unité qui est en gros à moins de 9, donc à 8. Donc là, je vais déclarer ces deux cibles en charge, et pour une quelconque raison stratégique, je souhaite avoir un maximum de figurines qui vont taper ici, et essayer de ne même pas socler cette unité. Et si je fais un cordon entre les deux, j'arriverai à respecter ma cohésion d'unité. La charge est réussie. L'adversaire ne fait pas de tir en état d'alerte, et je vais bouger. Je décide de commencer par bouger cette figurine. Elle peut finir socle à socle ici,
Mais pour respecter la condition de finir à portée d'engagement de toutes les cibles de ma charge, je dois en mettre au moins une ici, et donc je décide que malgré le fait qu'elle ait le droit d'être là, de la mettre là, pour respecter la condition principale de réussite d'une charge. Ensuite, je veux respecter ma cohérence d'unité vis-à-vis de cette figurine. Et donc par exemple, je vais bouger cette figurine et la mettre ici. La cohérence d'unité, c'est 2 PS. Techniquement, on pourrait se dire, je peux faire une longue ligne de 2 PS vers là. Mais rien ne m'oblige à faire cette longue ligne. Donc je respecte ma cohérence d'unité en faisant un tas. Donc j'ai bougé mes figurines, une par une, de façon à respecter la cohérence d'unité, en bougeant à chaque fois de 8 PS. Et sur la fin, je vais commencer à vérifier ma condition d'arriver à portée d'engagement de l'unité ennemie. Là, j'ai bien ma cohérence d'unité. Et j'ai donc, malgré le fait que toutes les figurines pouvaient socler cette unité, et on aurait pu croire elles sont obligées de le faire, en tirant mon unité vers ce véhicule, et en choisissant bien l'ordre dans lequel je bouge mes figurines, je me retrouve dans cette position. Ok, et donc là maintenant, on active cette unité, elle va faire son mouvement donc, de 3 pouces de mise en contact sous réserve d'arriver à portée d'engagement d'une unité ennemie. Comment est-ce que tu fais là, ici? On est déjà à portée d'engagement, donc le mouvement d'engagement est possible. Par contre, c'est figurine par figurine qu'on va regarder quelle est la figurine ennemie la plus proche. Donc ces figurines doivent se rapprocher de là, ces figurines doivent se rapprocher de là. Donc par exemple, mon objectif étant de taper ici, je vais mettre un maximum de figurines, socle à socle ou socle à socle de socle à socle. Par contre, ensuite, comme je dois respecter ma cohésion d'unité, ces figurines-là, je ne vais pas trop les bouger, et là, je ne pourrais pas trop non plus bouger, parce que je dois respecter ma grande chaîne. Là, on se retrouve dans un cas où le mouvement d'engagement va étirer l'unité, et donc il faut faire attention à notre cohérence d'unité, donc on peut se retrouver un peu bloqué. Et si mon objectif c'était de taper ça, et pas de taper ça, mon objectif est atteint. On va revenir un petit peu au niveau de la phase de charge et on va voir quelques cas particuliers pour vraiment bien faire ces mouvements. Ici par exemple, on a le Screamer Killer qui veut charger cette unité et on voit que normalement on est sur une charge un petit peu au-dessus de 6, donc une charge à 6 puisque inférieure à 7. Mais on est un monstre et on n'a pas le droit de passer à travers les murs. Comment est-ce qu'on gère ce genre de cas? Donc ici, il va falloir faire dépasser son socle du terrain pour pouvoir avancer. Donc là, je vais commencer par un mouvement par exemple de 2 pouces latéral, puis un mouvement de 5 pouces ici. Et donc notre charge qui était à 6, à cause du mur, est passée à une charge à 7. Ça c'est le genre d'élément qu'il faut bien mesurer avant de jeter les dés avec son adversaire, et si vous avez le doute, d'appeler un arbitre, parce qu'il faut toujours se mettre d'accord sur la distance de charge avant de jeter les dés, ça évitera des problèmes. Ok, mais j'ai vu notamment au championnat du monde des personnes qui avaient Magnus et qui avec justement ses ailes devaient passer à travers un mur. Or c'est un monstre, et il n'y a pas que le socle qui n'a pas le droit de passer, c'est le plastique. Donc ici par exemple, on veut charger cette unité, ça reste une charge qui théoriquement devrait être à 6, mais si on avance en ligne droite, l'aile va cogner le mur. Donc il va falloir pivoter pour laisser passer entièrement notre figurine entre le mur, les deux murs. Mais alors, on mesure de n'importe quel point de plastique, auquel cas cette roue, si on prend l'extrémité de mon aile, ça aurait peut-être été 6 pouces, ou est-ce qu'on prend le centre du socle? Alors, pour toute figurine qui n'est pas un véhicule, lui-même pas un marcheur, on prend uniquement le socle. Donc ici, on a fait tourner sur un socle de 60 mm d'un quart de tour, ça fait à peu près 1,8 PS. Et ensuite, la charge à 6, comme on a dit, donc en fait, il faut faire une charge à 8 pour réussir cette charge. C'est super intéressant, puisque typiquement, moi, je faisais l'erreur de mesurer depuis le bout de plastique et il y avait des roues qui étaient impossibles parce qu'en fait, vu, entre guillemets, l'angle de l'aile, t'imagines bien que 2 pouces du socle, c'était quasiment 4 ou 6 pouces. Exactement. En fait, ici. Donc ça, on mesure depuis l'extrémité de la figurine uniquement pour les véhicules qui ne sont pas des marcheurs, qu'ils aient un socle ou non. Donc là, par exemple, on est dans le cas avec un véhicule. Celui-ci, pour pouvoir charger, comme il ne passera pas, il devra d'abord pivoter. Donc je vais prendre le point qui va faire le plus grand mouvement, qui va être celui-ci. On se cale sur justement le centre de la figurine pour faire son pivot. Et hop là, on pivote ici. Et on voit que là, j'ai fait quasiment 7 PS de pivot avec cette figurine pour pouvoir m'aligner entre les deux. Et ensuite, j'avancerai de quelques PS, et donc ça fait une charge beaucoup plus grande que la charge théorique. Encore une fois, on n'est pas là pour enculer les mouches, mais quand on joue à Warhammer, c'est toujours des cas qui peuvent se produire parce que tu as des décors maison, et ainsi de suite. Quid de cet exemple? J'ai mon prince tyran qui veut charger, mais là, il est un petit peu en mode, bloqué avec ses ailes. Comment est-ce qu'il doit gérer cette situation? Donc là, on a deux options, parce que comme on voit, on ne peut pas avancer. Donc soit on va reculer pour pouvoir pivoter, puis avancer, donc potentiellement faire une charge beaucoup plus grande, parce qu'il va falloir prendre en compte la distance parcourue pour reculer, la distance du pivot, et la distance nécessaire pour avancer. On a le droit de faire ça, parce que à la fin de la charge, il faut s'être rapproché de l'unité ennemie, finir au socle à socle, mais pendant le mouvement, on peut faire des zigzags, on fait ce qu'on veut pendant notre mouvement. L'autre option, vu que le prince tyran vole, on ne pourrait pas le faire avec une figurine qui vole, c'est de profiter du fait qu'il vole pour décoller, passer tout ce qu'il faut au-dessus du décor et ratterrir. Par contre, en V10, on compte la distance verticale de déplacement. Donc là, j'ai dû faire 2 PS pour pouvoir m'envoler, passer l'aile et ratterrir. Donc je prends 2 PS de montée, 2 PS de descente et le pivot. Et maintenant, je peux partir en ligne droite. Encore une fois, là, on fait beaucoup de distance pour essayer de passer entre les décors. C'est pour ça qu'en fait,
Il faut faire très attention à la phase de mouvement, à comment on se positionne lorsqu'on veut charger derrière. Ok, mais donc ça veut dire que tout ça, ça va être aussi de l'anticipation à la phase de mouvement. Et on voit souvent des personnes, tu sais, qui disent, bah écoute, cette figurine, elle bouge, je sais pas, de 10, j'ai bien fait 10 de mouvement, et après, je pivote. Comment est-ce que là, on compte un mouvement de pivot, alors qu'à la phase de mouvement, non? C'est quoi les règles? C'est très précisément décrit dans la convention WTC. Toute figurine qui n'est pas véhicule ou monstre et qui a un socle rond pivote gratuitement. Donc vous pouvez être Léontus, par exemple, qui a un très gros socle rond, et qui n'est pas un véhicule en monstre, il va pivoter gratuitement. Par contre, si vous avez un socle qui n'est pas parfaitement rond, par exemple une moto Custodes qui a un socle ovale, elle faudra compter son pivot. Si vous êtes un véhicule en monstre, il faudra forcément compter le pivot de votre socle. Et si vous n'avez pas de socle, de votre coque entière. Ah, et donc en fait, mine de, ce genre de figurine, c'est quasiment au déploiement qu'il faut bien les orienter. Exactement, et c'est le problème, parfois on voit des joueurs qui ont Magnus, ils sont obligés de faire le triple move juste pour sortir de chez eux, parce que un pivot pour passer entre une première ruine, puis on repivote, etc. Donc effectivement, dès qu'on a des grandes ailes, etc., il faut compter les pivots de notre socle. On va maintenant vous présenter les cas de charge à travers les murs, puisque dépendamment des éditions, des cercles de jeu, il y en a qui disent qu'il faut faire le tour, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de s'arrêter en plein milieu d'un mur. Comment est-ce que ça marche? Alors déjà, en règle Games Workshop classique, une figurine n'a pas le droit d'être à une position abstraite, donc il faut faire le tour des murs si on n'a pas la place de se positionner. Ici, le joueur tyrannide s'est positionné de façon à ne laisser pas assez d'espace entre le socle de ses figurines et le mur pour que le joueur Arlequin puisse poser les siennes. Mais il est quand même à plus de 1 PS de l'autre côté du mur, donc on ne peut pas faire la portée d'engagement depuis l'extérieur du mur, et on ne peut pas arriver à l'intérieur du mur. En règle de Games Workshop, il faut faire le tour. Le WTC permet une petite exception pour s'assurer qu'il n'y ait pas une impossibilité de charge à certains moments. Mais cette exception est très rare. Ici, lorsqu'on regarde cette unité, si elle faisait une charge à 9, elle arriverait à faire le tour, et donc elle pourrait contourner. Le WTC dit la même chose que Games Workshop dans ce cas, il faut contourner. Le seul cas où le WTC autorise à charger à travers le mur, c'est quand même avec une charge à 12, on n'arriverait pas à faire le tour du décor. On considère que l'unité serait inchargeable dans ce cas-là, donc on peut activer la procédure de charge à travers le mur. Encore une fois, ça c'est super intéressant, il suffit de vous mettre d'accord à la phase de mouvement pour dire, regarde, là je vais pas me rapprocher comme un teuteux, je vais volontairement me mettre à 12,1 en contournant le mur, mais peut-être à 5 finalement si je me mets ici. Exactement. Vous, quand vous êtes le joueur qui va défendre le mur, bien expliquer à votre adversaire la position que vous avez choisie pour vous défendre, et de la même façon, vous, quand vous faites votre mouvement pour charger, bien expliquer à votre adversaire quelles sont les possibilités de charge que vous avez pour qu'au moment du jet de charge, il n'y ait aucun débat. C'est un point assez intéressant, c'est de se dire est-ce qu'on veut jouer uniquement avec les règles de Game Workshop, est-ce qu'on veut utiliser les conventions WTC, ce qui est assez complexe. Moi, habituellement, je suis plutôt pour l'école Game Workshop parce que ça simplifie. Mais quand on voit là qu'il y a une forme d'anti-jeu qui peut se créer en disant juste hey, regarde, je mets mes figurines à 0,9 du mur et tu pourras jamais me charger, ça crée des cas complètement bizarres puisque typiquement, admettons, ça c'est une figurine indépendante, c'est une figurine qui est de type infanterie, elle est complètement légitime théoriquement pour pouvoir charger. Mais là, toutes les charges justement seraient trop longues en fait pour y arriver. Donc c'est une forme un petit peu d'anti-jeu par le tyrannide. On est quand même dans un jeu dans lequel le tir est trop mis en avant par rapport au corps à corps et je pense que c'est important en tout cas de déstériliser un petit peu ce genre de situation pour les rendre plus fluides. L'objectif du WTC, c'est de minimiser le nombre de fois où on peut empêcher des interactions entre les deux joueurs. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé cette règle. Peut-être qu'elle va être amenée à évoluer parce qu'on se rend compte qu'en V10, elle est de moins en moins nécessaire, parce qu'on va faire du coup des charges via les côtés du décor et non plus complètement de front, pour éviter justement d'avoir à contourner le décor. Mais pour le moment, c'est donc, dans certains cas, très rare qu'on peut charger à travers les murs en WTC. Donc, admettons, on était d'accord à la phase de mouvement. Ici, je me suis positionné pour pouvoir faire des charges à plus de 12 si jamais on suit les latéraux. Mais là, on le voit, même si on va devoir mesurer jusqu'à la figurine. Alors là, on a bloqué jusqu'au mur, mais en vrai, il va falloir mesurer jusque là. Globalement, on va être une charge qui sera toujours inférieure à 9, donc à 8. Comment est-ce que ça va se jouer ici? Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la procédure de charge à travers un mur. Très important en tournoi, vous appelez un arbitre, parce que c'est des procédures un peu compliquées, l'arbitre doit être là pour vérifier chaque mouvement. Si votre décor vous le permet, vous allez simplement le retirer, faire votre charge à travers le mur, du coup finir dans une position normale comme s'il n'y avait pas le mur, et dès que vous en avez l'occasion, c'est-à-dire par exemple j'ai tué l'unité en face, je fais ma conso pour sortir du mur. Même s'il n'y a pas d'unité ennemie, à 4 pouces? Alors non, il faut que ça soit une consolidation légale. Donc par exemple, je tue la première rang, il reste les figurines du fond, je fais ma conso. S'il n'y a aucune unité possible, donc j'ai pas le droit de consolider, je reste dans le mur et à ma prochaine phase de mouvement, je devrais bouger pour sortir du mur. Admettons ici, je viens de faire mon jet de charge, il me donne un 10. Ici, premier position, on est sur un décor qu'on ne peut pas retirer. Donc tout simplement, on va mettre les figurines directement sur le toit pour bien montrer à son adversaire, ou en tout cas au passage, justement, où sont les figurines. Donc là, on est comme ça, j'active mon unité et je vais taper. Et là, je vais entièrement clean tous les tyrannides. Fin de mes attaques. Là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de consolider? Là, comme il n'y a aucune unité dans un rayon de 4 pouces ni objectif, on n'a pas le droit de consolider. Donc on est obligé de rester dans cette position. Pendant le tour adverse, on va être bien considéré des deux côtés du mur. Faut pas qu'on gagne un avantage du fait qu'on soit passé dans le mur. Donc attends, là, tu es dans le mur, mais tu es visible des deux côtés.
Exactement, parce que le WC ne veut pas qu'on gagne un avantage, par exemple, en retournant se planquer, ou à l'inverse, d'être forcé d'aller de l'autre côté. Donc, si l'adversaire veut nous tirer dessus, il peut nous tirer dessus des deux côtés du mur. Et dès qu'on aura l'occasion de bouger, par exemple à notre prochaine phase de mouvement, si on est toujours en vie, on sera obligé de sortir du mur. Ok Mortus, là on va reprendre vraiment ce cas et le décortiquer. Donc je suis ici, encore une fois on a vu que je ne pouvais pas avec un mouvement maximum de 12 faire le tour pour rentrer en contact avec cette unité. Donc là on est typiquement dans le cas où je vais devoir taper à travers le mur. C'est quoi la bonne opération pour que ça réussisse? Donc une fois que vous avez appelé l'arbitre, vous allez mesurer votre mouvement de charge. Donc là on a fait 10, vous allez expliquer à votre adversaire, cette figurine je veux qu'elle aille venir socle à socle ici, celle-ci je veux qu'elle aille socle à socle ici, celle-ci, etc. Donc vous dites ce que vous auriez aimé faire si le mur n'avait pas été là. Ensuite, vous allez regarder avec votre mouvement d'engagement où est-ce que vous allez pouvoir finir. Donc par exemple, vous dites, ben voilà, là j'ai fait une charge à 10 plus les 3 PS d'engagement, j'arriverai à socler en mettant mes figurines comme ceci, les 5 vont taper. Vous ne bougez toujours pas les figurines et vous faites vos attaques quand vient le moment de les faire. Vous allez faire vos attaques, et si par exemple je vais tuer suffisamment de figurines pour passer de l'autre côté du mur, c'est à ce moment-là où je ferai mouvement de charge, pile-in et consolidation, tout d'un coup, avec le contrôle de l'arbitre, pour vérifier qu'on fait bien ce qu'on a dit. Et donc là je vais faire les 10 PS, finir de l'autre côté du mur, et avoir fait un mouvement légal de charge qui me permet de sortir du mur. C'est super intéressant ce qu'il vient de montrer, même si en termes d'immersion, c'est un petit peu dommage de se dire qu'on va pas les voir taper avec les figurines côte à socle. C'est surtout que, déjà pour son partenaire des jeux, c'est très clair. À chaque moment, on est capable de remesurer le mouvement initial, et ça, c'est super important. Et ça, on vous invite aussi à le faire directement à la phase de mouvement, en disant, regarde, cette unité, elle est là, mais on va regarder tout de suite le mouvement le plus court en ligne droite, par exemple, d'une distance de charge. Si par exemple, je suis à moins de 20 de toi et que je bouge de 12, alors ça veut dire que ça sera une charge à 7. Et avant même de bouger le moindre bout de plastique, on a déjà cette assurance d'être synchronisé, en tout cas en accord avec son partenaire de jeu. Exactement. Et si jamais, par exemple, l'unité charge, donc on a tout mesuré, je fais mes attaques et je ne tue rien. Prout. Exact. Et vichate. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les figurines au plus proche de leur véritable position, de l'autre côté du mur. Comme on avait dit, on venait essayer de socler avec toutes les figurines, mais on ne pouvait pas physiquement le faire. Ça, c'est au plus proche de leur position, de l'autre côté du mur. Et on est quand même considéré des deux côtés du mur. Donc même si physiquement elles sont de l'autre côté du mur, elles sont à portée d'engagement de cette unité et des deux côtés vis-à-vis de la phase de tir et de la phase de combat. Donc ça ne nous permet pas de nous protéger en reculant faussement à travers le mur. On pourra bien se faire taper parce que même si on est plus de 1 pas, on est considéré à portée d'engagement. Donc là, c'est quelque chose de très théorique, d'abstrait. C'est pour ça qu'on demande d'avoir un arbitre présent à la table. Pour clôturer cette vidéo, tu voulais aussi nous rappeler quelques bonnes pratiques, justement sur la communication qu'on va avoir avec un partenaire de jeu. Dès qu'on fait une charge qui est un peu complexe, pas juste waguer en direction de l'ennemi, c'est bien de bien se mettre d'accord avec son adversaire sur ce qui va se passer. Par exemple, imaginons cette unité, je vais charger ces deux unités, mais en fait mon objectif principal, ça va être de prendre cet objectif. Donc je vais devoir faire des mouvements un peu compliqués pour s'assurer que je respecte les conditions de la charge tout en faisant le mouvement que je veux. Dans ces conditions, moi je vous conseille de prendre des dés ou des figurines qui sont mortes ou quelque chose comme ça, pour expliquer à l'adversaire, celle-ci, elle va finir ici, celle-ci, elle va finir là, etc. Et comme ça, avant même d'avoir bougé les figurines, vous validez que le mouvement de charge que vous avez prévu de faire est possible, et une fois que vous avez vérifié que la condition est bien respectée, vous bougez les figurines. Si vous commencez à bouger les figurines, et qu'à la fin du mouvement de charge, vous vous rendez compte que votre mouvement est illégal, c'est très compliqué de revenir en arrière, parce qu'on ne sait plus où étaient précisément les figurines. Ok Mortis, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Tu es aussi justement auteur d'un document pour la Fédération française de 40K qui clarifie tout ça. C'est ça, alors le document il prend toutes les règles de la V10 qui sont un peu tricky, un peu complexes à comprendre, donc que ce soit comment on fait précisément une mesure, comment on a les bénéfices du couvert, et du coup tout est réexpliqué avec des schémas sur les mouvements de charge, etc. Donc ce document il est disponible sur le Discord de la FEC et en description de la vidéo. Ouais. Et ce document référencera également cette vidéo, et donc comme ça vous pouvez avoir toute une tas d'explications avec des schémas bien précis pour comprendre comment marchent bien les règles de la V10, pas que les charges. Yes, cette vidéo peut vous avoir semblé un petit peu lourde, mais le but était avant tout de vous montrer des cas complexes et ceux sur lesquels justement les joueurs peuvent être en désaccord. Là vous avez vu, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé quand tu veux juste waguer et aller tout droit, finalement la règle est assez simple. Mais c'est sur ce genre de complexité où on a envie justement de pouvoir sur la table, en tout cas aller prendre des objectifs, faire des charges complexes, un petit peu casser aussi le plan adverse, c'est intéressant de voir les mouvements qui sont légitimes et légaux pour pouvoir justement faire ça de façon fluide avec son partenaire de jeu. C'est ça, parce qu'en fait, on avait l'impression au début qu'avec la règle de il faut socler si on peut socler, qu'en fait on était obligé de tout le temps foncer dans le tas comme un gros bourrin. Mais on se rend compte assez rapidement qu'il y a des possibilités de jeu, et il faut faire attention à ne pas abuser des règles,
et elle utilisait proprement les règles. Yes, honnêtement, je trouve qu'une fois qu'on voit tout ça, finalement, on n'a pas perdu avec Level Up. Au contraire, il y a juste un cadre qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment sur les mouvements de charge, toujours se rapprocher au moins de l'unité qui était ciblée. Et pareil pour les mouvements d'engagement et de consolidation. En tout cas, un grand merci à toi, Immortus, justement, d'être venu nous clarifier toute la phase de charge, de mise en contact, de tout le corps à corps, de tout le bourrinisme de Warhammer 40 000. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis voulaient supporter French Warcraft Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.